de l'Ouest-Hurlan, le festival des cultures de l'imaginaire. Bonjour et bienvenue donc à cette table ronde sur la matière celtique en fantasy. On va être accompagné pour discuter de cette vaste question par donc par ordre d'éloignement, Justine Breton, vous l'aurez reconnue, donc la bien nommée, qui est donc docteur en littérature. Elle a travaillé sur les réécritures, enfin la question du pouvoir dans les réécritures arthuriennes, notamment au cinéma. Et sa recherche, donc menée d'abord à l'université d'Amiens et désormais à l'université de Reims, s'articule autour des réécritures arthuriennes et du médiévalisme plus largement. Elle a publié sa thèse chez les Classiques Garnier. Vous avez ici un ouvrage collectif sur Camelot. Camelot, un livre d'histoire, qui est évidemment très conseillé. Quoi d'autre? Un petit ouvrage sur Sacré Graal des Monty Python. Et celui sur Game of Thrones, exactement, donc sur le Moyen-Âge de Game of Thrones, également coécrit avec Florian Besson, aucun lien familial, qui était aussi son co-directeur sur Camelot et qui est un autre jeune universitaire qui travaille sur la fantasy. William Blanc, ici présent, est historien donc avec une spécialité sur le Moyen-Âge, mais il travaille désormais beaucoup sur l'histoire culturelle et l'histoire de la culture populaire, l'histoire politique de la culture populaire, s'il faut même préciser encore davantage, avec donc ce très bel ouvrage réédité en poche chez Libertalia, qui est un de ses éditeurs principaux. Arthur, un mythe contemporain, le roi Arthur, un mythe contemporain. Il a également écrit sur les super-héros, une histoire politique des super-héros, donc c'est un grand spécialiste de comics. Et puis un bouquin sur Charles Martel également, un petit ouvrage formidable qui s'appelle Winter is Coming, une brève histoire politique de la fantasy, parce que c'est vrai qu'il est bref, c'est son seul défaut. Et nous travaillons ensemble actuellement sur un dictionnaire du médiévalisme qui paraîtra chez Vendémiaire à la rentrée, et dont on aura sans doute l'occasion de vous reparler avec Vincent Ferré en troisième co-éditeur, donc ça va être bien. Et enfin, quand même, un représentant de la fiction qui a bien voulu se commettre avec nous. Donc c'est Camille Le Boulanger. Donc voilà, c'est entre autres l'auteur du Chien du Forgeron chez Argile en 2021. Ouais, c'est son dernier ouvrage paru, sauf nouveauté dont j'aurais pas eu un. Mais donc c'est son dernier ouvrage paru, mais pareil, c'est pas du tout son premier. Donc il a commencé avec Enfin la nuit. Il est publié chez La Talente. Il est breton, je crois qu'on peut le dire. C'est ça. Bertram le Baladin, qui est également de la fantaisie. Rue, qui n'est pas de la fantaisie, qui est plus de la dystopie politique, et puis ce chien du forgeron. Donc nous allons avoir l'occasion de parler parce qu'il s'agit de la réécriture d'un mythe celtique, je crois qu'on peut le dire. Mais on va commencer par pour pas partir dans oui, mais qu'entend-on exactement par matière celtique? Est-ce que j'ai des influences celtiques? Oui, non. Qu'est-ce qui est pour vous cette matière celtique en fantasy? Ça représente quoi en termes de type de personnage, d'atmosphère, d'influence? C'est le moment ou jamais de sortir vos exemples préférés de fantasy celtique pour qu'on identifie de quoi on parle. Je vais donner la parole à Justine, parce que je vois que là pour l'instant il y a de la tension chez trop d'exemples. Déblayer le terrain. Des exemples de fantaisie celtique, ce qu'on entend par... Alors c'est vrai que celtique, on va pouvoir définir, je pense, très longuement ce que c'est, ce que ça implique. Parce que voilà, on en parle pas mal depuis hier aussi, pour poser les jalons de cette table ronde. Ce qu'on met derrière celtique, très généralement, c'est tout ce qui va se rapporter à
au monde celte, bien entendu, mais c'est-à-dire la Bretagne, l'Irlande, le Pays de Galles, l'Écosse. Enfin voilà, on a tendance à élargir le Royaume-Uni de façon générale, ce qui va permettre de créer une supposée identité celte qui va tourner autour de figures traditionnelles, de valeurs traditionnelles, littéraires, culturelles, etc. Et on va très vite associer ça dans la fantasy à certaines figures comme des fées, par exemple, comme certaines figures d'enchanteurs ou d'enchantresses ou de sorcières, ça dépend comment vous voyez les choses et les connotations que vous mettez derrière le mot sorcière. Donc voilà, moi j'ai eu l'occasion de travailler sur ce monde celtique par l'intermédiaire de la matière de Bretagne, c'est-à-dire l'ensemble des textes du Moyen-Âge qui globalement parlent du roi Arthur. Parce que le roi Arthur, on va l'associer à Merlin l'Enchanteur, on va l'associer à la forêt de Brocéliande, à la fée Morgane, etc. Tous ces éléments qui se développent globalement à partir du XIIe siècle et que depuis on n'a jamais fini de réécrire. Citer un seul exemple de fantaisie, ça serait difficile. Je vais en citer deux histoire de faire ma rebelle. Mes deux exemples que je trouverais le plus représentatifs, ça va être d'un point de vue littéraire, The Mist of Avalon, donc les brumes d'Avalon, les Dames du lac, c'est 2 tomes de Marion Zimmer Bradley, où là on est sur une réécriture féminine et féministe de la légende arthurienne, une certaine réécriture féministe, c'est-à-dire que on voit la légende du roi Arthur, mais du point de vue de Morgane, qui est la traditionnelle méchante de l'histoire. Donc là, c'est une version qui permet de voir que peut-être qu'elle est pas si méchante que ça et qu'il y a des choses plus complexes. Et un autre exemple, parce que ça reste un de mes films préférés, je vais citer quand même le Excalibur de John Boorman, qui sans être entièrement celtique, clairement, puise dans tout un imaginaire, dans toute une esthétique celtique, et qui a eu une telle renommée que je pense qu'aujourd'hui on peut difficilement passer à côté. Voilà, pour les premiers jalons arthuriens surtout. Oui, alors moi je suis un peu embêté parce que j'ai un rapport très distendu avec la culture celtique. Enfin, c'est pas un truc que j'étudie particulièrement et qui m'habite au quotidien. Moi j'ai souvenir d'une lecture adolescente. Alors je suis pas sûr du nom de l'auteur. Si quelqu'un connaît et veut me corriger, je prends. Je crois que c'est un auteur qui s'appelle Stephen Lowhead, qui a écrit une série de livres qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, Le cycle de Taliesin. Et j'ai un très bon souvenir de ça. C'est une réécriture du mythe arthurien. Ça part je crois, du grand-père de Merlin. Enfin, je sais plus. C'est vraiment très ample. Et sinon, je vous recommande chaudement, si vous l'avez pas lu aussi, le travail d'un auteur français qui s'appelle Thomas Spock, qui a écrit un roman qui s'appelle Uther Pendragon. Donc Uther Pendragon, si je dis pas de bêtises, c'est le papa de Arthur. Et donc il a une réécriture intéressante en ce que il prend le parti de diviser Uther Pendragon en 2 personnages, 2 frères, donc Uther et Pendragon, qui sont chacun représente un aspect du personnage, et c'est vraiment super chouette. Je crois qu'on l'a sur l'Astrolabe. Voilà. Il était hier, donc. Oui, il est peut-être vendu entre temps, mais voilà. Aux Forges de Vulcain, voilà. Donc pour définir la fantaisie celtique, a priori c'est plutôt simple, c'est de la fantaisie où on mange des crêpes. Voilà, c'est bretonne ça. Ah. Il y a pas où on entend du biniou au loin. Non mais c'est non mais après voilà, je pense que les exemples alors c'est assez marrant parce que on peut tout dépend, après ça on pourra en parler de la définition, qu'est-ce que c'est que le celtique, enfin voilà, celtique et tout, voilà, donc là on y était. Ça sera ta prochaine question, tout à fait. Voilà. La question se pose. Non, parce que par exemple hier on est allé à plusieurs donc à il y a une exposition donc au musée des Champs Libres. Au musée des Champs Libres et tout, donc qui s'appelle Celtique point interrogation, justement sur toute la mythologie celtique. En tout cas en Bretagne en fait, hein, parce qu'il y a tout le voilà, il parle pas de l'aspect irlandais ou enfin en tout cas très peu et tout, donc et gallois aussi, voilà, et cornouaillais aussi, enfin donc bon, enfin cornique, voilà, donc c'est il y a ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une énorme différence entre, et ça je pense ils le montrent assez bien, il y a une énorme différence entre
ce que nous on perçoit comme étant celtique, hein, ce qu'on estampille comme étant celtique, voilà, et les Celtes historiques en fait, voilà. Donc voilà, tout comme par exemple un druide gaulois en fait n'a rien à voir avec un druide dans Donjons et Dragons, voilà. Donc un druide gaulois c'est un membre d'un aristocrate, c'est pas un hippie qui aime bien les animaux, voilà, c'est un membre d'une aristocratie religieuse. Il peut aussi, Il peut aussi aimer les animaux sur son temps libre. Si voilà, oui, voilà, mais voilà, mais en tout cas, Polyvalent. principalement, un druide gaulois, c'est une aristocratie religieuse, voilà. Et voilà, voilà. Toi, tu aimes les animaux sur ton temps libre, voilà. Donc, ouais. Oui, voilà. Donc, mais de manière totalement casual, hein, il n'y a pas de, voilà. Non, ça me fait penser, tu parles de druide gaulois, et du coup, je pense soudainement à ce très grand film avec Christophe Lambert, qui s'appelle Vercingétorix, la légende du druide roi. Si vous ne l'avez pas vu et que vous avez 2 heures à bien vous marrer, parce que c'est très très drôle, parce que rien ne va, mais à aucun niveau, enfin les historiens ici complètent. Déjà, rien que le titre, Vercingétorix, la légende, non. Druide, pas Non vraiment. plus. Droit, certainement pas. Donc, vous voyez, il y a tout quand même un faisceau de représentations qui sont, voilà. Oui, ben quand on est En Vincent fin de Moscato, soirée, c'est voilà, génial. ça marche bien. Mais effectivement, il y a un faisceau de représentation des Celtes. On focalise un peu sur effectivement le côté Royaume-Uni, Grande et Petite-Bretagne, etc. Alors qu'en fait, vous me corrigez si je dis des bêtises, mais il me semble que c'est de mes recherches, de lectures que j'ai faites, où c'est une ère civilisationnelle plutôt qu'une civilisation unique qui s'étend très très loin en Europe et même jusqu'à l'Europe de l'Est et presque jusqu'au En Moyen-Orient. Roumanie, tout à fait, oui. Voilà. Même en Anatolie en fait avec les Galates, voilà. Donc voilà, donc ça c'est, il y a tout un truc, voilà. C'est en effet, c'est en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Celtes, comme c'est perçu en gros depuis le XVIIIe siècle, ça n'a rien à voir avec les Celtes historiques. Et voilà, ce qu'on dit, voilà, en gros, ce qui est celtique aujourd'hui, c'est tout comme on va dire par exemple mythe arthurien, c'est celtique. Là, on pourra en parler pendant des heures, Justine et moi, parce que mais après, on va pas non plus squatter la parole pendant des heures là-dessus. Mais Faire des oui, nocturnes. oui, on va faire des nocturnes. Voilà. Mais oui, mais non. Par exemple, les textes irlandais arthuriens, bah il y en a quasiment pas en fait. Voilà, donc déjà, vous voyez, vous avez un pays celtique qui produit pas de texte arthurien, donc bon, vous voyez déjà, il y a un problème. Et pareillement, c'est les premiers textes arthuriens, en tout cas les premiers passages arthuriens qu'on ait, comme Nennius en fait. Hein, donc il y a pas de références celtiques, c'est des références bibliques ou classiques en fait. Hein, donc voilà. Donc ça, c'est des trucs. On peut rentrer dans ce genre de discussion, mais c'est très complexe. Une remarque et peut-être une question. Alors, est-ce que cette celtisation d'Arthur n'est pas une production historique d'un certain romantisme 19e anglais dans cette construction enfin en tout cas anglo-saxon, dans cette construction d'une identité nationale un petit peu comme on a fait finalement en France avec les Gaulois, nos ancêtres les Gaulois, patati patata. Pas anglais, mais ça, puisque Justine aura un très bon exemple par rapport à ça, donc le T.H. White, hein, donc tu pourras en parler, mais c'est pas anglais, parce que par exemple, dans l'exposition, moi je vais faire mon relou, en fait, voilà, donc dans l'exposition d'hier, par exemple, il y a en effet des textes arthuriens, là, en gros, pour simplifier, la redécouverte d'Arthur, c'est début 19e, en fait, en tout cas, mais en Angleterre, notamment, avec des auteurs comme Tennyson, ils vont pas faire du roi Arthur un roi celte. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y a ce qu'on appelle l'anglo-saxonisme, hein, qui dit en gros, nous, les Anglais, on est descendants des Saxons, donc de Germains. Les Celtes, en gros, sont associés à des Irlandais, et pour un Anglais de l'époque, l'Irlandais, c'est une sous-race, en fait. Hein. Et je dis pas ça c'est pas de l'exagération, c'est littéralement, il y a un racisme, on dit, les Irlandais, c'est une sous-race, voilà. Donc c'est une race qui est inférieure par rapport, voilà. Et donc, quand Tennyson parle du mythe arthurien, il dit pas le roi Arthur est un roi celte, et il dit même pas que le roi Arthur combat des Saxons parce que ça ferait mauvais joueur quand même. Il va dire le roi Arthur combat des païens. Voilà. Donc ce qui fait qu'en fait les gens qui vont associer le mythe arthurien à un mythe celte, c'est plutôt du côté des Gallois notamment des Gallois. En fait, ça c'est principalement du côté des Gallois avec la fondation du Gorset, donc en gros les néo-bardes, etc. et tout, donc fin 18e siècle. Et après notamment tous les mouvements indépendantistes gallois dans les années 60. Qui vont dire oui, en fait le vrai roi Arthur, ce n'est pas un roi anglais, c'est un roi celte. Voilà. Mais là en fait on est dans la construction de deux romans nationaux opposés, pas dans la voilà. Donc et ça encore une fois, là je te laisse parler de T.H. White parce que T.H. White c'est un exemple qui est frappant par rapport au rapport entre mythe arthurien et celtisme. Ouais, effectivement, T.H. White c'est un auteur alors qu'on connaît très peu en France, mais je pense que vous connaissez son œuvre sans forcément connaître son nom. Merlin l'Enchanteur de Disney, ça vous dit quelque chose ? Le dessin animé avec le petit Arthur qui est transformé en écureuil, en poisson, tout ça.
Ça, en fait, Merlin l'Enchanteur de Disney, donc le dessin animé de 1963, c'est une adaptation, alors version Disney, hein, donc avec des choses adaptées, d'un roman d'un auteur donc anglais né en Inde qui s'appelle Terence Henbury White. Quelqu'un qui avait d'autres problèmes. C'était pas forcément quelqu'un de charmant, mais son œuvre est géniale. Voilà, on peut pas être partout. Et donc, ce qui est intéressant dans son œuvre, qui donc s'appelle The Once and Future King, donc le roi d'hier et de demain, ou le roi qui a été et qui sera. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une réécriture de la légende arthurienne, écrit au XXe siècle, et publié en 1958. Alors vous allez me dire, des réécritures de la légende arthurienne, on en a littéralement des milliers, à toutes les sauces. Mais ce qui est pas mal, c'est que White reprend le texte qui avait été écrit par Thomas Malory au XVe siècle, donc le Mortet d'Arthur, qui était le best-seller arthurien de la fin du Moyen-Âge. Il réécrit ça donc en modernisant le texte, en ajoutant aussi une enfance d'Arthur, lui donnant une éducation parce qu'il est élevé par Merlin, etc. Jusqu'au moment où il retire une certaine épée dans une enclume, ce qui lui permet de devenir roi. Et donc, dans sa réécriture, White va montrer non seulement comment Arthur grandit et est éduqué au pouvoir, mais aussi comment, ensuite, son but, ça va être d'unifier l'ensemble des populations sur donc ce qu'on appelle la Bretagne, mais sur voilà le Royaume-Uni, en fait, d'unir tous ces petits royaumes, toutes ces populations contre, alors, les différents envahisseurs, et notamment voilà, vis-à-vis, on a des gars et des girls, c'est-à-dire on va avoir toute une trame de fond qui s'appuie sur des conflits nationaux et nationalistes que White va mettre en scène à travers le personnage d'Arthur pour montrer que on a des populations qui cherchent à se créer une identité en opposition à une autre population et à des vagues d'invasions successives sur le territoire britannique. Sachant que tout ce texte est écrit entre 1938 et 1958, à une époque où en Europe, on est un petit peu préoccupé par ces questions nationalistes, avec d'autres problématiques. Et donc, dans sa réécriture de la légende arthurienne, il va faire passer toute une réflexion sur la question des nationalismes et du risque que ça peut impliquer pour un territoire, parlant ainsi de la Seconde Guerre mondiale indirectement, à travers le personnage d'Arthur. Et du coup, lui, il va s'appuyer sur cette question d'une identité celte pour parler en fait de situations beaucoup plus contemporaines vis-à-vis de la place des nationalismes et donc du nazisme aussi qui se développe entre l'Allemagne et l'Italie. Juste, ça me fait penser, du coup, je me fais une parfaite petite remarque. Entre T.H. White et ces histoires de nationalisme, il y a un chouette comic book qui est en train de paraître. Alors, je sais pas si ça a été traduit en France encore ou je ne sais pas, peut-être chez Urban, qui s'appelle Once and Future, pour le coup. Et donc, c'est l'histoire, globalement, c'est l'histoire d'une famille de chasseurs de monstres. Mais en fait, le point de départ de ça, ce sont des nationalistes anglais qui essaient de ressusciter le roi Arthur. Et donc il ressuscite quelqu'un qui se dit être le roi Arthur, mais en fait le problème c'est quand il sort de son tombeau, en fait il la regarde, il dit oh mon Dieu des Saxons et il les bute tous. Parce qu'en fait ils ont c'est le chapitre 1 hein, voilà. Et ils ont ressuscité certes le roi Arthur, mais le roi Arthur gallois, qui n'aime pas du tout les Saxons. Voilà, donc c'est assez malin comme bande dessinée si vous avez envie de faire ce petit détour. Ce qui est frappant chez White, parce qu'en plus il a réécrit notamment les passages sur il y a plusieurs versions de ces passages sur les Gaëls en fait. Et en plus vu qu'il a vécu en Irlande et qu'il a été très choqué, où il a eu des rapports très conflictuels avec les Irlandais et tout, et White supportait pas les nationalistes, y compris les nationalistes irlandais. Donc il y a une espèce il y a des passages d'une violence sur les Celtes en fait qui sont c'est ultra violent, c'est même du racisme. Enfin, il reprend des stéréotypes racistes en fait. Hein, donc, et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, faut bien comprendre que cette opposition comme ça, en gros anglais ou saxon avec les Celtes, généralement, on associe aux Celtes une imagerie ou des caractéristiques qui auraient rien à voir avec les Celtes historiques. Le Celte, ça c'est dès le XVIIIe siècle avec le mythe du bon sauvage, il est libre, voilà. Donc, mais il est barbare. Il est barbare, donc il est libre, quoi, en fait, voilà. Donc, alors que le civilisé, lui, romain, généralement, lui, il incarne, en gros, il est associé à la culture, la science et tout. Le celte, et ça, vous avez des passages dans plein de bouquins, en fait, le celte, c'est la nuit. C'est généralement associé au féminin aussi, voilà. Chez White, par exemple, évidemment, Morgause, qui est Morgause,
White avait des légers problèmes avec les femmes, tu peux le dire quand même. C'est voilà, donc il était légèrement misogyne. Voilà. Donc il y a cet aspect. Et donc ce qui fait que parfois on peut voir dans plein de romans comme ça ou plein de fiction, de fantasy, il y a toujours un aspect très binaire. Les Celtes, en gros, c'est des gens libres, associés à la nuit, barbares, féminins. Alors après, ça peut être positif ou négatif. Hein. Chez Howard, par exemple, hein, donc Howard, donc le créateur de Conan, il va associer les Celtes à la barbarie, à la liberté. Voilà quoi. Donc, mais et ça et aussi un autre truc important. On va associer les Celtes. Autant les Romains, les civilisés sont associés au monde de la ville, les Celtes sont associés au monde de la nature. Et ça commence dès Chateaubriand en fait. Voilà. Donc ça c'est des trucs qui restent encore aujourd'hui en fait. Hein, donc Du coup, je suis désolé, Anne, on te squeeze complètement ton plan, mais j'ai une question. Est-ce que j'en profite parce que je fréquente pas beaucoup d'historiens au quotidien. Est-ce que cette grande plasticité finalement de la figure du Celte, elle vient pas, alors cette capacité qu'on a à imposer un regard dessus, à en faire soit le Vercingétorix moustachu, etc., soit le barbare tueur dans la forêt la nuit, etc. Est-ce que ça vient pas finalement c'est peut-être un cliché pour le coup, d'un léger manque de sources, quoi, d'un léger manque de connaissances de ces civilisations-là, etc., ou des diffusions, et qui ferait que, en fait, faute de concret, quoi, et de traces, du coup, on y projette un peu ce qu'on veut. Alors, en effet, tu mets le doigt sur un problème qui est majeur, c'est que sur les Gaulois, les sources qu'on a sont des sources extérieures, enfin les sources écrites, sont des sources extérieures, donc soit grecques, soit romains. La source la plus connue étant évidemment la guerre des Gaules de Jules César, qui est légèrement biaisé quand même, voilà, parce que voilà, ce garçon n'était pas un anthropologue, voilà, donc ce côté qui pompe en fait, on le sait aujourd'hui sur d'autres auteurs grecs et tout qui ont, voilà, donc ça c'est un premier truc. Deuxième truc, c'est que on en sait plus aujourd'hui grâce à l'archéologie, hein, mais quand on fait des sources, par exemple, vous avez notamment les fouilles à Bibracte, hein, donc pas loin de en Bourgogne, où vous avez une immense ville, donc la capitale des Éduins, donc qui était une immense confédération gauloise. Et en fait, on découvre, hein, notamment avant même la conquête romaine, des gens qui sont très romanisés en fait. Hein. Donc, depuis longtemps en fait. Hein, donc, ils sont en contact proche et ils commercent beaucoup avec les Romains. Ils sont intégrés même en termes de clientèle en fait avec des grands aristocrates romains. Donc voilà, ça c'est un autre premier truc. Deuxième truc sur toute la mythologie celte. Alors ça c'est un truc, j'avoue, c'est pas des trucs que je connais très bien en fait, hein, mais c'est, je pense que là pour le coup sur les textes mythologiques celtes, tu connaîtras sans doute mieux que moi. Mais le truc c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça soit la mythologie celte avec des personnages comme Cuchulainn ou le Mabinogion, donc les versions galloises du mythe arthurien, bah c'est des textes tardifs en fait, voilà. Et donc on sait après. Dans les années 60-70, on vous disait, notamment du côté des indépendantistes bretons ou gallois, on disait, ah, mais ça, c'est le génie du peuple celte qui est ressorti, c'était une oralité qui est ressortie et tout. Bon, bah, sauf qu'on n'a pas la preuve de cette oralité, évidemment. Donc, voilà. Donc, il n'y avait pas de magnétophone, en fait, à l'époque. Voilà. Les premiers textes dont on dispose sont des manuscrits à partir du Xe siècle, qui sont déjà écrits par des clercs, qui sont des clercs catholiques. C'est des manuscrits qui sont en latin. Donc, voilà, on n'a pas de source. Le Mabinogion, après, la date, ça, Justine, tu pourras me corriger peut-être, mais je pense que les dates, la date, c'est, en gros, on hésite entre le 12e, 14e, et on tend plus vers le 14e, en fait, que vers voilà. Voilà. Donc voilà. Et ça, c'est des trucs. C'est très tardif. Hein. Par exemple, je sais de mémoire, peut-être s'il y a des gens me corrigeront peut-être ici, mais le seul texte, semble-t-il, je me rappelle, il y a un seul texte arthurien en breton, hein, qui date du 15e siècle, par exemple. Hein. Et ça, on pourrait débattre pendant des heures. Mais est-ce que un seul qu'on a trouvé, évidemment, voilà. Donc, mais c'est voilà, on pourra en débattre pendant des heures. Mais est-ce que le mythe arthurien a été a priori il y a quand même une importation du mythe arthurien, ça vient de Bretagne et donc ça vient plutôt des Plantagenets en fait, voilà. Donc tout ça c'est des trucs qui ça pose des questionnements, ça pose des questions très compliquées. Et en effet, vu que les Celtes on sait pas grand chose et en fin de compte on sait de plus en plus de choses, mais uniquement grâce à l'archéologie, et que le progrès de l'archéologie sont récents en fait, eh bien on a une image qui a été fixée par les romantiques et qui reste. Et donc, en effet, la plupart des gens projettent sur les Celtes, voient les Celtes comme des types avec des casques avec des ailes et tout. Voilà, quoi. Donc, et puis, en plus, on sait d'où ça vient, cette histoire d'ailes. C'est une mauvaise interprétation de certains, voilà, donc, de certains casques et tout. Voilà, donc, mais c'est qu'on n'a pas de source, en fait, voilà, donc. Justine, sur les sources médiévales, médiévales ou antérieures des mythologies celtiques? Oui, effectivement, et William a commencé à le dire, c'est que
on a des textes, mais déjà des textes généralement très courts, avec très peu d'éléments. Donc ça veut dire que et on a très peu de sources écrites. On a des éléments archéologiques, mais c'est très compliqué de reconstituer toute une civilisation à partir de quelques traces archéologiques. Ça prend du temps, ça demande de croiser des sources, et pour pouvoir croiser des sources, c'est bien aussi d'avoir des écrits. Et effectivement, avant le 9e siècle, de toute façon, on n'a rien. Voilà. Et à partir du 9e siècle, on a un bout de texte, c'est-à-dire une phrase ou un mot par-ci par-là qu'on a conservé. Pour reconstituer une civilisation à partir de 3 phrases, faut se lever tôt quand même. Et le souci, si on peut parler de souci, mais c'est que les textes qu'on a qui vont être alors du 12e, mais surtout effectivement à partir du 13e, du 14e siècle, comme justement les Mabinogion, etc. Ce sont des textes qui vont entretenir ou créer, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a avant, donc on ne sait pas si ça crée ou si ça reprend une tradition qui était antérieure, probablement, forte chance, mais ça va mettre en place toute une mythologie, alors notamment autour justement du personnage d'Arthur qui va, on n'est pas encore sur le roi, on est dans une autre facette, c'est pas le roi avec son épée et sa cour, la table ronde, etc. On est plus là sur le roi qui va combattre des géants, qui va chasser un sanglier géant, pour essayer de trouver un peigne. Enfin voilà, on est sur des aventures qui peuvent paraître assez surprenantes. Qui va combattre un ennemi qui a une cape constituée entièrement des barbes ou des langues, ça dépend des versions, de ses ennemis qu'il a tués. Juste imaginez un petit peu à quoi ça ressemble. Esthétiquement, ça doit être fabuleux. Mais donc, voilà, on va créer toute une mythologie avec justement des personnages qui sont extraordinaires, des personnages qui sont entre l'être humain et la divinité. Donc on n'est bien sûr pas sur des récits réalistes, on est sur la création d'une légende qui vont mettre en place justement tout cet imaginaire. Mais on est justement chez des auteurs qui sont déjà beaucoup plus tardifs que l'époque des supposés Celtes. Donc voilà, si on a 10 siècles d'écart entre le moment où les Celtes ont vécu et le moment où on écrit sur eux, vous vous doutez que la civilisation a eu le temps de changer un petit peu, et les récits qu'on construit dessus ont eu le temps de changer aussi. Et après se mêle à tout ça justement le point de vue chrétien, qui va forcément voir l'autre comme quelqu'un de différent. Et comme on a très peu d'éléments, plus ça va aller, plus justement les croyances et les mythologies vont entrer dans les interstices qu'on n'a pas, pour créer tout un imaginaire et combler les trous. Et c'est aussi pour ça qu'on va avoir tendance à amalgamer toutes ces civilisations celtes. Justement, on dit les Celtes comme si c'était un peuple uni, mais tout comme les Gaulois, c'était pas un peuple uni avec une idée de nation et de voilà. Tout comme les Vikings, c'était pas non plus un peuple uni. Et sur les Vikings, on pourra en reparler aussi. Donc voilà, mais on va avoir tendance à amalgamer tout ça par simplicité, parce que comme on sait pas qui c'est, comme on les connaît pas, on essaye de les identifier de façon simple. Et comme on n'a pas d'éléments, on va rajouter de l'imaginaire pour combler les manques. Et le problème, c'est que comme on a aujourd'hui, comme le disait William, l'archéologie qui fait d'énormes progrès là au moins depuis 50 ans, ce qui fait qu'on apprend énormément de choses. On a encore beaucoup de lacunes, mais on découvre de plus en plus de choses sur ces civilisations-là. Le problème, c'est que les connaissances réelles, historiques, qui sont en train de se construire, il faut encore réussir à les diffuser auprès du grand public, et que pour ça, il faut passer au-delà de 11 siècles de création artistique et mythologique qui sont venus combler les trous et dire que les Celtes, c'était des druides qui tapaient sur des tambours dans la forêt et qui jouaient du biniou, et voilà. Donc il faut réussir à déconstruire cette mythologie, déconstruire cette mythologie pour pouvoir compléter par ce qu'on sait. Mais le problème, c'est que ce qu'on sait, ça reste très limité pour l'instant. Ou juste en avoir conscience. Juste en avoir conscience, parce que je pense alors moi je suis enfin tu vois, déconstruire, chacun déconstruit comme il veut, on déconstruira jamais tout, et voilà, enfin il y a il y a justement cette stratification. Si on reprend les Celtes, c'est un peuple préhistorique, moins 5e, moins 6e, voilà, antique, qu'on connaît qu'on commence à identifier à ce moment-là, dont on parle au Moyen-Âge. Donc dans des visions déjà déformées, qu'on redécouvre, voire qu'on réinvente au 19e siècle. Ouais, au tout début avec... Oui, c'est vrai, il faudrait qu'on parle dessus. Alors,
quand on les découvre, on les invente, littéralement. Tu parles d'Ossian? Le premier barde gaélique est une invention. Ouais, c'est une arnaque, c'est Macpherson, un auteur écossais qui invente en fait qui publie, je crois que c'est en 1763 ou 65, je sais plus, il publie des recueils de poèmes bardiques au nom d'un barde qui s'appelle Ossian en fait, mais en fait c'est un faux. Enfin, il a tout inventé, voilà. Donc, et en fait, et ça va être quelque chose qui va être refait en partie avec le. Alors, évidemment, ça projette une imagerie. Encore une fois, c'est Ossian. C'est la première celtomanie. Oui, c'est la première énorme succès. Et sauf qu'en fait, encore une fois, on est en plein milieu des Lumières et vraiment, il y a dans les Lumières, on dit voilà, en gros, et ça précède en fait c'est ce qui va annoncer les romantiques, c'est en gros. Le Celte, c'est un homme libre, voilà, qui est dans la passion, dans l'art, dans l'irrationnel, dans l'irrationnel, dans la magie, alors que le Romain antique, et puis voilà, et après encore plus le chrétien, lui est dans le rationnel, dans la science et tout. Donc, vraiment une opposition binaire qui se fait comme ça et qui fonctionne encore aujourd'hui. Si tu regardes même Astérix, par exemple, la magie c'est du côté des Gaulois et la science, voilà, en gros l'urbanisme c'est du côté des Romains. Donc voilà, tout ça c'est encore une fois donc il y a Ossian. Et puis, ça va être repris pendant toute la fin de 18e siècle et même tout début du 19e siècle. Il y a même, par exemple, il y a une peinture, je me rappelle plus de qui c'est, en fait, où il y a un général, je crois que c'est Dezay ou Kléber qui a accueilli une espèce d'apothéose d'un général napoléonien qui a accueilli par Ossian, enfin, des trucs, voilà, voilà, Ossian est décrit comme l'Homère du Nord, voilà, donc il y a tout un truc comme ça. À l'époque napoléonienne, on adore Ossian, et puis évidemment, celui qui va reprendre ça, puissance 10, c'est Chateaubriand, là il va passer la seconde, et puis hop, là on est parti. Et lui, il va vraiment créer cette histoire, genre les Celtes vivaient dans les forêts, machin. Voilà. Et puis après, il y a les premiers historiens sur les Gaulois qui vont remettre une couche. Les Gaulois vivaient dans des forêts, dans des huttes et tout. C'est qu'on sait que c'est faux. À l'époque de la Gaule, c'est largement défriché en fait. Voilà, donc c'est un pays, voilà, qui est vraiment, voilà, qui est très, il y a plein de forestière est moindre à l'époque. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc tout ça, c'est encore une fois, alors, ce qui est génial, c'est qu'en fait, évidemment, pour un auteur et pour plein d'auteurs en fait contemporains, ça ouvre des possibilités extraordinaires en fait. Tu vois, donc ça, peut-être que tu pourras en parler. Mais c'est justement, c'est l'imagination, c'est la magie, tout. Donc voilà, on fait un peu ce qu'on veut, quoi. Donc et puis justement, c'est ce qui, dans un monde magique, on met, voilà, on associe magie et celtisme en fait. Voilà, donc. Toi, Camille, mais qu'est-ce que tu as, sur quoi tu t'es appuyé pour connaître la légende de, comment tu le disais bien? Cuchulainn, ça dépend. Cuchulainn, ça c'est. S'il y a des celtisans dans la salle, je vous demande d'avoir la plus grande indulgence. C'est la première fois que j'écris un roman dont je ne peux pas prononcer les noms propres. Je suis vraiment désolé. On est très content de travailler à l'écrit dans ces cas-là. Tu viens de me comparer implicitement à Chateaubriand. Je suis pas sûr d'être content. C'est pas grave. Une île comme ça, en silence. Qu'est-ce qu'il a pas raconté comme connerie, lui? Donc, Cuchulainn, pardon. Bon, alors, sur quoi je me suis appuyé? Ce que tu te rappelles. Ce que je me rappelle. Bon, déjà, je suis parti de Mano. Voilà. Donc, Piste 9, album Panique Celtique, 1998. Le chien du forgeron, voilà, qui m'avait fortement marqué quand j'étais minot. Bon, des années plus tard, un certain nombre, plus de 20 ans plus tard, je me dis, tiens, est-ce que ce serait pas le moment d'écrire sur le chien du forgeron, machin, etc. Et donc, du coup, je discute, et puis patati patata. J'en viens dire, ok, je vais le faire. Bon, d'accord, bon, je vais le faire. Ce serait bien de le faire. J'avais lu un roman peu de temps avant qui s'appelle Lavinia, qui est un roman d'Ursula Le Guin, qui est aux éditions La Talente, que je vous recommande chaudement si vous aimez les bons livres de manière générale. Qui est un roman qui prend un personnage extrêmement secondaire de l'Énéide, Lavinia, qui est donc la fille du roi Latinus, voilà, qui habite donc dans le Latium, en Italie, et qui va être amenée à devenir l'épouse d'Énée. Sauf que c'est genre deux phrases où on dit mais là dans le coin il y avait Lavinia qui plus tard serait l'épouse d'Énée. Et donc du coup, je caricature un peu, mais on n'est pas loin. Et donc Ursula Le Guin avait pris c'est un de ses derniers romans,
avait pris ce personnage-là et en avait tiré, bah tiens, quelle a été la vie de ce personnage-là, et elle avait aussi usé d'un artifice de fantastique en fait, où le poète Virgile parlait à son personnage à travers le temps. Enfin voilà, c'est un très très beau roman. Et je me suis dit bah tiens, j'ai envie de travailler cette matière du coup légendaire que je connaissais. Mano quoi. Voilà. C'est terriblement entêtant. Et donc je me dis bon bah il va quand même falloir donc le retravailler pour lui redonner une certaine historicité, voilà, essayer d'en faire une peinture réaliste, et me dire bah on va dire que, du coup, je joue des bouquins sur les Celtes, je me dis, bon, c'est quoi les Celtes en Irlande? Bon, alors plutôt premier âge du fer, moins 800, moins 800, moins 700, quelque chose comme ça. Bon, je me dis, bah, ça ressemble à quoi l'Irlande en moins 700, moins 800? Bon, bah, j'ouvre un bouquin, je cherche, j'ouvre plusieurs bouquins, je tombe sur globalement, des auteurs qui font on a des trous de poteaux, voilà, et on a un texte d'un navigateur grec qui passe 500 ans plus tard, au large des côtes, et qui dit, là-bas, il y a des mecs barbus. Bon là, effectivement, en tant qu'écrivain, tu dis genre, boulevard. Mais, quand t'es un peu un écrivain consciencieux, tu dis, je vais quand même continuer. Je vais creuser. Ouais, comme Chateaubriand, exactement. Sauf que Chateaubriand n'avait pas la chance d'avoir le travail d'historien et d'archéologue. Non, mais des chercheurs qui ont travaillé depuis plus d'un demi-siècle. Bah, on a notamment à l'université Rennes 2, hein, on a Guyon Var, hein, qui a été directeur des études celtiques à Rennes 2 pendant des années, après avoir fait une très belle carrière de SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Allez sur sa page Wikipédia, d'ailleurs, c'est rigolo. En plus, il a donné les copains quand il s'est fait... Enfin, bref, c'est super. C'est pour ça, je pense qu'il a pu être universitaire après. Mais c'est ça donc, quand on t'a entendu partir ce Guillaume Var. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu des bouquins écrits par des historiens, quoi, et des archéologues, pour essayer de reconstituer un truc qui ressemblerait à une Irlande celtique moins 800, quoi, voilà. Donc ça marche pas, et je prends des libertés, voilà. Un des relecteurs une fois m'a dit mais c'est pas possible, tu peux avoir une fenêtre. Et là j'ai regardé la personne, j'ai dit merde. Voilà. Merde, moi j'ai besoin d'une fenêtre, voilà. Merde, je fais ce que je veux. Et donc voilà, oui, un banquet, ça se passe pas comme ça. Moi, j'ai pas envie d'écrire des trucs où les mecs sont par terre le long d'un feu comme ça pendant 2 heures. Moi, j'ai envie il y aura une table, voilà, et des chaises, et brun, voilà. À côté de ça, bon, on essaie d'avoir du vocabulaire, d'essayer d'avoir une structure sociale qui ressemblerait, parce que bah voilà, à quelque chose. Mais en fait, je pense que ça tient pour le coup, pour revenir sur le romantisme un peu, ça tient un petit peu sur presque de la couleur locale, quoi, pour parler comme Victor Hugo, c'est-à-dire bah ouais, il faut que ça ait l'air non pas vrai mais vraisemblable. Et donc il y a quelques lecteurs qui me disent ah ouais, c'est vachement bien reconstitué. Je fais non, pas du tout. J'ai quasiment tout inventé, je fais n'importe quoi avec la géographie de l'Irlande où j'ai jamais mis un pied. Enfin j'aurais bien aimé, mais j'avais pris mes billets pour l'été 2020. Donc vous voyez, on était un peu embêtés. Voilà. C'est dommage, voilà. Et peut-être un jour. Mais donc voilà, moi c'est hyper intéressant ce travail justement d'extrapolation instruite, quoi, finalement. Donc c'est une recherche de la vraisemblance historique, mais tu reprends un mythe aussi. Oui, et par ailleurs, du coup, c'est retravailler un mythe. C'est retravailler un mythe qui est celui de Cuchulainn. Donc alors pour le dire grossièrement, c'est un genre d'Achille, Hercule, du légendaire celtique irlandais. Je vous passe les 3 branches rouges, bleues, ça vous intéresse. Il y a des gens plus formés que moi là-dessus pour vous en parler, plus érudits. En fait, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est un jeune issu de l'aristocratie, et qui va, comme Achille, finalement, on lui annonce un destin brillant et il faut qu'il choisisse. On lui dit, bah, tu peux soit être le plus grand héros du monde, voilà, pour reprendre les paroles de la chanson de Mano, et mourir jeune, ou avoir une longue vie fructueuse, plein d'enfants, beaucoup d'amour, etc. Mais par contre, ton nom sombrera dans l'ignorance. Voilà. Je vous laisse deviner ce qu'il choisit. Et comment ça se finit. Et donc du coup, retravailler en fait ce truc-là pour dire d'accord. Donc ça veut dire que c'est lui le héros de cette société-là. Donc en tant que héros, c'est la personne qui incarne les valeurs. Donc ça veut dire que tout ce qu'il fait doit être perçu par tout le monde comme
positif, au sens de c'est bon, quoi. Ou en tout cas, c'est ça qu'on veut incarner. Mais du coup, je me dis d'accord. Mais alors, du coup, c'est là où je suis rentré en sociologie il y a quelques temps maintenant, et donc du coup, il y a c'est Denis Colombi qui parle de ça dans son bouquin. Il parle il reprend, je sais plus quel auteur, l'idée d'imaginaire sociologique. Et c'est un truc dans lequel je me retrouve complètement. C'est-à-dire, bon, bah, du coup, si ça doit être le héros qui porte les valeurs, donc ça veut dire qu'il faut que je vois quelle est la société qui produit ce bonhomme-là. Et donc, du coup, en tirant le fil, on se dit, bah, on se retrouve à avoir le parcours d'un personnage, donc qui est le fruit d'un ensemble de déterminismes sociaux, familiaux, etc. C'est un gamin affreux à qui on prédit un destin formidable, donc du coup il est encore plus affreux. Enfin, à chaque fois qu'il fait une bêtise, on le félicite. Enfin, il est puni, mais il s'en fout. On le laisse faire des trucs terribles. Et du coup, quel effet il a lui-même, puisqu'il est le héros, puisqu'il le représente? Qu'est-ce qui rejaillit de lui? Qu'est-ce qui retombe sur le reste de la société, et en quoi sa présence et ses actions modifient-il la société? Et l'autre fois, j'étais à la dédicacée à la librairie La Talente à Nantes, et quelqu'un m'ont parlé de cette histoire du héros. On me disait, mais qu'est-ce qu'on a comme héros nous maintenant, quoi? Et j'ai trouvé que l'exemple d'Elon Musk était plutôt pertinent. C'est-à-dire que c'est vraiment la caractéristique de c'est le personnage, si vous voulez, c'est un personnage fictif déjà quasiment. Hein, enfin, je veux dire, il doit avoir une âme quelque part, mais nous on le lit, quoi, on le voit sur des écrans. Pour nous, c'est quasiment un personnage fictif. Donc du coup, qui est une représentation parfaite de l'éthos capitaliste néolibéral. Voilà, pété de fric, qui fait n'importe quoi comme il veut, on en a rien à foutre de rien. Voilà, avec un solutionnisme technologique dégueu. Enfin voilà, c'est pas grave, on irait sur une planète B avec des gros vaisseaux. Enfin bon, ouais, total. Mais du coup, en incarnant ces valeurs-là, bah finalement, pouf, il diffuse quelque chose qui le dépasse lui et qui vient de plus de ce qu'il a déterminé en fait. C'est-à-dire qu'il a une modification sur la société. Et donc c'était ce processus-là, moi, qui m'intéressait dans l'histoire de Kouroulène, de vraiment travailler le rapport entre l'humain, la société, etc. Et il se trouve que bah du coup, comme c'est un héros après je vais arrêter mon tunnel, promis. Il se trouve que c'est un héros légendaire, mythique, antique, donc du coup bah forcément c'est un mec hyper fort avec une grosse lance, hyper viril, etc. Donc potentiellement bah c'est un assassin. On peut plus. Si c'est un assassin, il y a de bonnes chances que ce soit un violeur aussi. Enfin voilà, il y a tout un tas de trucs comme ça, etc. Et donc ça s'est transformé aussi en regard porté sur la masculinité toxique, quoi, ce qu'on appelle comme ça, et sur la virilité construite, quoi. C'est sur l'éducation des garçons, etc. Donc en fait, c'est prendre un canevas, quoi. C'est là, c'est assez satisfaisant en tant qu'écrivain, c'est d'avoir des étapes d'un récit qu'on peut moduler, et ensuite y infuser des préoccupations d'aujourd'hui, quoi. Kouroulène, c'est une espèce d'Elon Musk celtique. Ouais, Kouroulène, c'est l'Elon Musk celtique. Non, mais pour aller dans ton sens, en effet, Elon Musk a servi de modèle à l'acteur, à Robert Downey Jr. quand il a fait Iron Man, en fait. Voilà. Donc il y a une forme de, ouais, exactement, ouais. Moi aussi, je profite d'avoir l'auteur sous la main, parce que voilà. Et parce que du coup, effectivement, j'aime bien la façon dont tu décris la façon dont un personnage emblématique devient représentatif de toute une série de valeurs de la société et du coup permet de faire comprendre la société qui l'a mené là. Mais ce qui est pas mal, c'est que tu as utilisé justement ce monde celte comme à la fois un miroir et en même temps un miroir déformant de ce que nous on vit aujourd'hui, parce que voilà, tu parles de masculinité toxique, etc. On retrouve dans le chien du forgeron des problématiques extrêmement actuelles, mais j'ai envie de dire puissance 1000, parce que on est là dans une société qui va avoir tendance à valoriser la force physique la plus brute. Voilà, toute la scène justement de ce qu'il vit après l'épisode du chien, alors qu'il est très jeune. On est sur quelque chose de vraiment poussé, enfin on a l'impression de notre société poussée à l'extrême dans ce qu'il y a de plus négatif aussi. Merci. Bah ça en fait c'est quelque part c'est le privilège de la fiction, c'est-à-dire que je vais être un peu 17e pour le coup, je suis désolé, c'est le pouvoir des fables. C'est-à-dire que je pourrais éventuellement écrire un essai de 150 pages sur la masculinité toxique, c'est mal et pourquoi. J'ai aucun intérêt à le faire parce qu'il y a des féministes intersectionnelles qui font ça très bien, beaucoup mieux que moi, c'est vachement bien. Par contre, moi, ma capacité particulière en tant qu'écrivain, c'est de mettre en action, de mettre en fiction
des concepts et des idées. Et donc du coup, pour pouvoir justement faire ressentir ces idées-là. Et moi, c'est ce qui m'intéresse dans l'écriture de fiction, c'est-à-dire de pouvoir faire passer des idées, de pouvoir transformer, avoir une action sur les esprits et voilà, et les esprits et les cœurs, n'est-ce pas, à travers la fiction. Et donc oui, effectivement, c'est un miroir déformant parce que c'est un personnage qui est censé dans le roman, on est censé éprouver de la révulsion, quoi. Enfin, il est infâme. Mais vraiment, et il s'arrête jamais, quoi. C'est vraiment. Et c'est à ça que servent les mythes, c'est à ça que servent les mythes culturels, et c'est pour ça qu'on continue à les réécrire aujourd'hui. Et donc on avait avec Camille Le Boulanger le dernier exemple, alors avec une réinterrogation effectivement très contemporaine sur des problématiques d'aujourd'hui, mais voilà, comme chaque époque a reposé ses propres questions à partir des mêmes bases qu'elle réinventait en continu. On a eu Ossian, on a eu Chateaubriand et on a Camille Le Boulanger. On en est bien heureux aujourd'hui pour voilà retransformer un peu notre regard sur ce qu'on peut faire de cette matière celtique. Je vais vous donner la parole pour quelques questions pendant les 10 minutes qui nous restent. Bonjour, merci beaucoup. Le Mabinogion, effectivement, je savais pas que c'était 14e, effectivement, il y a un peu ce truc de le truc celtique originel, pas du tout, d'accord, très bien, c'est noté. Mais et alors du coup, vous parlez beaucoup de fouilles archéologiques et de choses comme ça, et est-ce que du coup vous avez quelques, je sais pas, des choses qui ont été retrouvées, des sites éventuellement sur lesquels on peut se renseigner, parce que justement, cette conférence a en gros dit on n'a rien, vraiment on n'a rien, sauf quelques trucs archéologiques qu'on peut pas encore exactement relier entre eux, je comprends très bien. Mais du coup, est-ce qu'il y a des petites choses quand même Le site qui est le plus connu, c'est la TENE. C'est de celui-là que tu allais parler, okay. T-E-N-E. Okay. Sinon, en France, alors je sais qu'il y a pas mal de travaux qui sont faits par des archéologues de Rennes 2. Alors après, je sais pas, ça je connais pas très bien. Par contre, en termes de fouilles gauloises, enfin celtiques, il y a deux musées qui sont très bien. Mais c'est en Bourgogne, c'est le musée de Bibracte en fait, hein, donc pas très loin d'Autun. Et pas très loin le musée au parc d'Alésia en fait. Donc là, et le musée de Bibracte, franchement, c'est un des musées les mieux fichus par rapport à tout ce qui est gaulois, parce qu'en plus c'est un musée c'est des fouilles permanentes en fait, hein, sur Bibracte, hein. Donc il y a constamment des campagnes de fouilles parce que c'est un immense site de plusieurs centaines d'hectares en fait. Donc voilà, donc c'est immense. Donc ça, il y a des trucs en fait, hein, par rapport à ça. Ouais. Est-ce que vous pourriez me l'épeler juste parce que j'ai Bibracte, comme ça se prononce. Bibracte, voilà, comme biberon, mais pas la même chose à la fin. Voilà. Merci. Il y a pas de E non plus, donc il y a rien qui va. Et du coup, effectivement, à Autun aussi, justement, donc AUTUN, vous avez vu qui est juste à côté, vous avez régulièrement aussi des événements ou du musée ou de l'ensemble de la ville, parce que justement, ils cherchent à exploiter et à mettre en avant tout ce patrimoine archéologique qui est justement en train d'être découvert systématiquement. Donc voilà, en surveillant ce qui se fait dans cette zone, il y a des choses sympas. Par contre, j'en profite, on se méfie donc de Guyon-Vache, on se méfie aussi terriblement de Jean Marcal, M-A-R-K-A-L-E, qui est la personne qui a le plus écrit sur la culture, la mythologie celte, etc. Mais c'est extrêmement contestable scientifiquement ce qu'il fait. C'est tout à fait fascinant, et donc voilà, ça a marqué des générations d'étudiants et de passionnés et d'érudits, etc. Et en fait, les images qu'on a aujourd'hui de ce qu'était la culture celte et l'imaginaire celte en France, ça a été créé par Jean Marcal, qui était une personnalité très charismatique. Mais voilà, il faut vraiment ne mettre ces livres dans un coin obscur et ne plus y revenir, ou alors en tant que source de fiction. Hein, parce que il a aussi écrit un cycle du Graal. Non mais voilà, Jean Marcal, il a imaginer les analogies qu'il a posées entre tout un tas de choses, et donc voilà, c'est une espèce de pratique analogique délirante. Il faut vraiment pas faire ça. Ça n'est pas scientifique.
Voilà, effectivement. Et je vais en profiter pour citer mon directeur de thèse, parce que j'aime toujours le citer, mais qui m'avait expliqué, non mais Jean Marcal, c'est un excellent conteur. Voilà, si vous voulez lire des histoires qui vont vous faire rêver, etc., faites-vous plaisir. Mais ce qu'il disait, c'est que il est médiéviste comme moi, je suis évêque. Donc voilà, faut apprendre et à laisser. Donc faites-vous rêver, mais ne vous y fiez pas trop. Donc c'est bon, Camille, t'as fini de réviser ton propre livre? Non, parce que je cite quelques sources à la fin, et du coup je me suis dit, merde, Marcal, machin, etc. Mais je sais pas, peut-être c'est un sujet pour une autre fois, mais Guyonvar est contestable du coup scientifiquement, autre que personnellement. C'est daté déjà le problème. Et puis, alors, par exemple, Marcal, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, c'est pas bon du tout, mais ce qui est intéressant, c'est aussi de voir dans quel contexte il apparaît et dans quel contexte il connaît un succès. C'est que c'est la fin des années 60, début des années 70, donc c'est toute l'époque du renouveau celtique et tout, notamment culturel, artistique, et aussi politique avec voilà l'EMSA, voilà qui commence à avoir une énorme influence très très importante et tout. Et surtout, c'est aussi l'époque hippie, donc c'est le début de l'écologie, et donc on associe par jeu d'opposition, encore une fois, vu qu'on associe les Celtes avec la nature, on dit ah bah ces gens-là étaient forcément des écolos. Donc on en fait des proto-écolos avant l'heure et tout, et des fumeurs de ouinge en fait. Hein, mais je déconne pas en fait, hein, sincèrement. Moi j'ai parlé quand je suis allé plusieurs fois au centre de l'imaginaire arthurien, donc à Compère. Moi j'ai parlé. Non mais c'est intéressant parce que j'ai parlé avec des gens du coin aussi. Donc j'ai des copains qui habitent dans le coin qui voilà, et ils m'ont dit bon. J'avais parlé aussi avec le fondateur des éditions Terre de Brume. Il disait dans les années 70, en effet, ceux qui allaient à Brocéliande, c'était des hippies qui allaient fumer des beuses, quoi, en fait, hein. Parce que c'était cette image. En gros, il fallait, voilà, avec les Celtes, on va retrouver les vrais sens de la nature véritable, machin, tout. Enfin, voilà. Tout comme quand je bossais en magasin bio il y a 15 ans, il y avait une copine, une collègue qui disait, bah moi j'ai rencontré un druide qui m'a dit, voilà, c'était voilà. Donc ça c'est Marcal, Marcal. Non mais bon, chacun voit midi à sa porte en fait, hein, mais le truc c'est que Marcal apparaît, son succès, c'est pas du hasard, c'est que ça apparaît dans un contexte très particulier, voilà, où en fait ça plaît aux gens en fait, hein, les gens sont en recherche de ça en fait, donc voilà. Je représente l'autre aspect idéologique du celtisme sur lequel on n'a pas non plus fait l'impasse, qui est une recherche identitaire d'extrême droite. Voilà, les deux existent, donc c'est deux extrêmes qui existent effectivement actuellement autour de la réappropriation des Vikings. Mais l'historiographie est toujours marquée par l'idéologie. Donc que Guyon Varchet ait été SS ne peut pas ne pas laisser de traces sur ce qu'il a fait. Je lisais cette traduction, je dis non, c'est chaud quand même. Enfin, il y a un truc. Alors, faudrait que je l'analyse linguistiquement, etc. Dans les figures de style, je me suis dit, est-ce que c'est parce que je le savais avant ou mais je suis mal à l'aise quand même. J'ai comparé une autre traduction, parce qu'il y a à peu près 2 traductions de référence en français de la razzia des vaches de coulis, et je me suis dit, bah non, ça va. Et ça a l'air vraiment de droite quand même. Genre, au niveau de la prononciation de certains mots celtiques, comment on peut, enfin, par quel biais on peut savoir comment bien les prononcer? Alors moi, je ne suis pas, voilà, non, sincèrement, je pense que ça c'est un travail de linguiste, ça. Donc Justine a des éléments, donc je vais passer la parole à Justine. Non mais 5 éléments. Et 5e élément. Alors très rapidement, parce que du coup je suis littéraire, donc je travaille un peu avec des linguistes, et c'est des gens très bien aussi. Mais en fait, ce qu'on sait, c'est beaucoup de reconstruction à partir des langues qu'on a maintenant, c'est-à-dire à partir de l'irlandais, à partir des différentes formes de gaélique, etc. Donc voilà, en remontant, tout comme aujourd'hui, on se demande comment était prononcé le latin, et en fait qui était prononcé différemment selon les régions de l'Empire romain. Donc un peu le même principe, donc on reconstitue certains éléments. Donc globalement, en croisant un petit peu d'anciennes irlandais et d'anciennes écossais, on arrive à reconstituer ce qui aurait pu se rapprocher de la prononciation des Celtes. Mais, encore une fois, avec tant de siècles d'écart, on suppose plus qu'on ne sait véritablement. C'est une réponse qui n'en est pas une, hein, c'est ça qui est... Voilà, désolé. Eh bien, on va vous remercier beaucoup de votre attention, remercier beaucoup nos participants / co-animateurs pour leur formidable implication et bonne fin d'après-midi à l'Ouest Hurlant, et puis allez acheter le chien du forgeron et les livres de nos autres invités maintenant à la tente librairie. À tout de suite.